Alors bonsoir à tous, je suis vraiment ravi de vous accueillir ici pour vous parler de la grande exposition qui vient d'ouvrir au château de Chantilly, l'exposition annuelle qui prend place au Jeu de Paume du château, qui est dédiée à l'un des grands artistes représentés dans la collection de Chantilly, qui est Jean-Auguste Dominique Ingres. Alors cette conférence va évidemment parler de la carrière d'Ingres, des chefs-d'œuvre qui sont conservés à Chantilly, mais surtout va parler de deux choses. D'une part, on va retracer sa carrière à travers des sortes d'ateliers, des sortes de dossiers consacrés à chacun des chefs-d'œuvre d'Ingres à Chantilly. Et on va se rendre compte que tous ces chefs-d'œuvre sont à Chantilly pour une raison, c'est qu'ils ont été collectionnés par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, le cinquième fils du roi Louis-Philippe, qui, comme le reste de sa famille, avait une affection particulière envers Ingres. Et finalement, on va s'intéresser aux relations tissées entre Ingres et la famille d'Orléans, la famille du duc d'Aumale, cette grande famille qui est parvenue au pouvoir avec le roi Louis-Philippe en 1830, de grands mécènes, qui ont fait d'Ingres en quelque sorte leur artiste officiel, même si on n'en avait pas le titre. Et on va essayer d'étudier ce dialogue entre de grands commanditaires et le plus grand des artistes de son temps, entre les grands princes et le prince des artistes. Évidemment, on ne va pas retracer l'intégralité de l'œuvre d'Ingres, de sa carrière non plus, mais l'intérêt de cette exposition, c'est de vous préparer enfin de cette conférence, c'est de vous préparer à l'exposition, de vous faire venir jusqu'à Chantilly. C'est pas très loin de Paris pour ceux qui sont à Paris, c'est à 25 minutes en train. C'est pas très loin c'est vraiment accessible en transport en commun, en voiture, etc. Et en tout cas, on a eu l'ambition, vous le verrez, jusqu'au 1er octobre, de vous proposer une exposition d'ampleur internationale qui fait appel à 110 prêts de collections nationales et internationales. Vous le verrez, nous allons parcourir tout cela ensemble et qui aussi fait la part belle à des inédits, que ce soit des œuvres qui sont pas connues, qui sont dans les collections privées, ou encore des nouveautés scientifiques qui concernent tel ou tel chef-d'œuvre qu'on croyait assez connu d'Ingres et qui révèlent tout simplement leurs secrets dans l'exposition. On va émailler aussi cette visite de petits films qui ont été produits par la société Artmin, qui a analysé un certain nombre de chefs-d'œuvre présentés dans l'exposition et qui vont permettre de rentrer dans la matérialité des tableaux d'Ingres, de comprendre la genèse, comment ils ont été réalisés, et surtout de révéler leurs derniers secrets. Et donc, on va tout simplement commencer. Et on commence, vous voyez, avec cette affiche, hein. Je voulais aussi rendre hommage à toutes les personnes qui ont participé à cette exposition, à son élaboration, notamment Nicole Garnier, commissaire scientifique de l'exposition, tous les auteurs du catalogue, tous les spécialistes d'Ingres qui nous accompagnent, le musée Ingres-Bourdelle de Montauban, qui est partenaire de l'exposition, qui a prêté énormément d'œuvres, le musée du Louvre, énormément de musées un peu partout, on y reviendra, mais aussi les grands mécènes, au premier rang desquels la Fondation du Crédit Mutuel Nord-Europe, les Friends of the Domaine de Chantilly, mais aussi les fondations Edmond de Rothschild, l'Académie des Beaux-Arts, Arcuria, la région Hauts-de-France, la DRAC Île-de-France, et les Amis du Musée Condé qui ont restauré deux des tableaux que nous allons étudier ce soir. Alors, sans plus attendre, commençons par, évidemment, celui que vous attendez tous, c'est l'autoportrait d'Ingres à 24 ans qui forme l'affiche de l'exposition, la couverture du catalogue aux éditions In Fine que vous pouvez vous procurer sur place ou dans toutes les bonnes librairies et qui ouvre l'exposition parce que c'est une œuvre de jeunesse. Vous savez que Jean-Auguste Dominique Ingres est originaire de Montauban, il est né en 1780 et son père, qui était à la fois peintre, sculpteur, qui jouait de la musique également, a décelé évidemment un talent assez vite et l'a confié à une formation toulousaine dans un premier temps, mais très vite, auprès du peintre Joseph Roch et du sculpteur Jean-Pierre Vigan, mais très vite, en 1797, le père d'Ingres part avec son fils à Paris, donc Ingres a 17 ans, et Ingres va
entrer dans l'un des ateliers les plus importants de cette époque, c'est l'atelier de David, ce grand peintre qui sera quasiment le peintre officiel de l'Empire. Et donc, entre 97 et 1801, Ingres sera dans l'atelier de David. Et d'ailleurs, l'autoportrait que vous voyez ici est assez davidien hein, dans son fond marron qui permet au chair de se détacher, une sorte de grande présence. En 1801, c'est la fin de cette formation. Et Ingres gagne le prix de Rome avec Achille recevant les ambassadeurs d'Agamemnon, qui est un tableau aujourd'hui aux Beaux-Arts de Paris. Comme vous le savez, obtenir le prix de Rome permet d'être envoyé à Rome et de gagner la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome. C'est pas une chose qui va se passer tout de suite pour Ingres, il va devoir attendre 5 ans. Il va devoir attendre 1806 pour gagner Rome parce que le pays avait des problèmes financiers, ne pouvait pas financer ses académiciens. Et donc, Ingres reste à Paris, gagne sa vie, notamment en portraiturant, et va présenter des tableaux au salon, et notamment au salon de 1806. Il va présenter son autoportrait à l'âge de 24 ans. C'est le tableau que vous voyez ici, qui est un chef-d'œuvre du musée Condé de Chantilly, où l'artiste essaye de s'affirmer dans son talent, dans son statut, avec justement cet accent mis sur ce visage déterminé, serein à la fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que ce tableau que vous voyez sous les yeux n'est pas le tableau original. Ce tableau-là a été modifié au cours du temps. On va y revenir pourquoi. On va vous dire pourquoi. Il a été achevé alors que Ingres a 70 ans. À l'origine, le tableau ressemble à celui-ci. Donc, vous voyez, assez différent, avec un artiste qui est en train d'effacer un tableau sur lequel il est en train de dessiner à la craie, qui porte un manteau qui tient assez mal, à vrai dire, sur son épaule, une sorte de fantôme comme cela. Et ce portrait ici, vous avez une copie par Julie Forestier, qui est la fiancée d'Ingres à cette époque-là, qui a copié dans ces années-là l'autoportrait d'Ingres. Ce portrait a été présenté au salon, a été très critiqué. Euh, il a été très critiqué, donc en 1806, en même temps qu'un autre tableau d'Ingres, un autre portrait que vous connaissez bien, c'est la grande effigie de Napoléon Ier avec ses insignes impériales qui se trouve au musée des Invalides, hein, au musée de l'Armée à Paris. Et donc ce portrait d'Ingres est très critiqué parce que justement, qu'est-ce qu'il efface? Alors, pour savoir ce qu'il efface, on a une photographie qui est ici en prêt à Chantilly, qui vient de la Bibliothèque nationale, où on voit qu'il avait tracé à l'origine le portrait de son ami Gilibert. Et donc, on ne comprend pas bien ce tableau. Il est en train d'effacer, d'écrire. Il a la peau basanée, lit-on dans certaines critiques. Il a ce manteau qui tombe. Et donc, Ingres, qui avait beaucoup travaillé à ce portrait, hein, d'ailleurs, voici ici quelques dessins préparatoires de ce bras, des dessins qui sont à Montauban, de la main, où on voit que la position du pouce et de la craie a été travaillée. On a aussi tout le manteau qui a fait l'objet de beaucoup de travail. Ingres a repris sa copie. Il a repris son tableau, à vrai dire, qui est resté dans son atelier. Et il était extrêmement vexé et il est parti à Rome. Et à partir de ce moment-là, c'était un véritable traumatisme dans sa carrière. Ingres est finalement un artiste assez sensible, peut-être hypersensible, et donc un artiste qui va essayer de s'extraire du salon et il va partir à Rome et va très peu travailler au salon. Et présenter des choses au salon. Et ce portrait va être repris assez tardivement. Et donc, on a, par exemple, ici, certains dessins, certaines gravures aussi qui traduisent certains états de ce tableau. Et si on revient au portrait de Chantilly, il ne sera repris donc que tout à fait tardivement, à la fin de la carrière d'Ingres, alors qu'il a près de 70 ans, où il va effacer ce fameux bras qui avait posé tant de problèmes. Il va effacer ce tableau qu'on ne comprenait pas et il aura sa main près de son corps avec un travail de la couleur, enfin en tout cas de l'absence de couleur, même d'un camailleux de marron qui est rehaussé que par la chemise qui est très rapidement brossée, qui contraste avec le côté très minutieux de la figure qui n'a pas été modifié
elle. C'est toujours la figure d'origine. Et le manteau a été, vous voyez, complètement retravaillé. Et donc, on a un artiste sûr de lui, sûr de son statut. C'est un tableau qui va être acheté plus tard par le conservateur du Louvre, Frédéric Rézé, qui va le vendre en 1879 au duc d'Aumale. Comment sait-on que c'est ce tableau-là qui est le tableau d'origine? À la faveur de l'exposition, nous avons mené avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France des analyses scientifiques pour la première fois pour trouver les repentirs, les modifications qui se trouvaient sous la couche superficielle de peinture. Et on a pu retrouver justement, c'est Bruno Motin qui a fait tout ce travail, le bras tendu, le premier manteau, etc. Et donc on est certain qu'il s'agit de cette toile-là qui a été retravaillée. On commence cette conférence et cette exposition par ce tableau parce que ça évidemment plante le personnage, mais surtout ça montre à quel point il était sensible à la critique, à quel point il est perfectionniste, il essaye de travailler, de retravailler. Parfois, il garde des dizaines et dizaines d'années ces tableaux dans son atelier, et c'est le cas pour son propre autoportrait. Euh, les portraits, évidemment, il y en aura d'autres, des autoportraits, il y en aura d'autres. Un peu plus tard, ici, en 1835, on a un Ingres de retour en France qui est membre de l'Académie des Beaux-Arts, de l'Institut de France depuis 1825, qui est chef d'atelier, un atelier assez prolifique, et ici, qu'il s'est dessiné à mi-corps, il est sûr de lui, appuyé, et il dédie ce dessin à ses élèves, c'est Ingres à ses élèves. Et un peu plus tard, même après sa mort, vous avez le sculpteur Autain qui a portraituré Ingres en 1868, donc un an après sa mort, sur ce buste qui appartient aux collections de l'Institut de France et qui accueille le visiteur à Chantilly et qui nous montre le maître dans toute son immortalité et toute sa gloire, parce que même s'il a été critiqué, évidemment, Ingres a été également encensé de son vivant, parce qu'il a révolutionné l'histoire de l'art, en quelque sorte, et ça a été l'un des plus grands peintres du 19e siècle, et c'est ce qu'on va essayer de montrer dans cette conférence. Un des plus grands peintres, parce qu'il a été aussi challengé, pour bien parler français, en tout cas en émulation, grâce à des grands commanditaires, et notamment les princes d'Orléans. Les princes d'Orléans, au premier rang desquels le duc d'Aumale, Henri d'Orléans, qui a possédé le tableau d'Ingres, l'autoportrait que nous venons de voir. Et vous voyez ici une photographie d'un de ses accrochages dans une de ses résidences d'exil en Belgique, où vous avez ce portrait en très bonne place qui figurait parmi les chefs-d'œuvre de la collection du duc d'Aumale. Alors, Ingres est en Italie, hein, vous l'avez compris, en 1806, il est reparti avec son autoportrait, et ça va être un premier séjour romain qui va durer jusqu'en 1820, donc assez long, hein, vous l'avez compris, parce que Ingres est en quelque sorte traumatisé par Paris, par les critiques, il a du travail à Rome, et il s'inspire de la grande Renaissance, il s'inspire de l'Antiquité qui est vivante là-bas, et il va même ensuite, entre 1820 et 1824, être à Florence avant de rentrer à Paris. Donc il est à l'Académie de France à Rome, et en 1810, il quitte l'Académie, mais il décide de rester à Rome et de travailler à la fois pour l'administration impériale et la colonie française de Rome, les expatriés en quelque sorte, hein. Il faut savoir que nous sommes sous l'Empire, que l'Empire napoléonien s'étend jusqu'au sud de l'Italie, et Ingres baigne dans ce milieu-là, en quelque sorte. Et là, vous avez ici un tableau qui parle de ce premier séjour romain. C'est un paysage qui est très rare, hein, ce qui est très rare chez Ingres. On a à peu près 3 paysages connus. C'est un paysage qui est dans les réserves du Musée des Arts Décoratifs, qui montre le casino de Raphaël à la Villa Borghese, donc pas très loin de la Villa Médicis. Et qui montre évidemment l'intérêt d'Ingres pour la Grande Renaissance, pour Raphaël, on va y revenir, qui est le plus grand maître et la plus grande des références pour Ingres, mais aussi cette lumière italienne, ces paysages qui vont beaucoup l'intéresser. Alors, il travaille pour la colonie française en Italie et puis à Rome, on en a parlé, et notamment pour un personnage qui s'appelle le baron Alquier, qui va commander à Ingres l'un de ses plus grands premiers portraits féminins, qui figure parmi les collections de Chantilly, parmi les chefs-d'œuvre, qui est le portrait de Madame Duvossé. Alors le baron Alquier, le voici, mais par Vicard, c'est l'ambassadeur de France à Rome, c'est le protecteur
de la Villa Médicis. Et il s'est fait portraiturer justement en à Rome, hein, par Vicard, qui est un peintre français qui travaille là-bas, et il va commander à Ingres le portrait de sa très jeune et très jolie maîtresse, qui est une napolitaine, Anna Antonia de Nitis, qu'on appelle Madame de Vossé pendant longtemps parce qu'on ne connaissait pas bien son identité. À vrai dire, il s'agit de Madame Duvossé, qui a épousé un capitaine français, Monsieur Duvossé, mais qui est surtout la maîtresse beaucoup plus jeune du baron Alquier, et qui a posé pour Ingres pour l'un de ses plus beaux portraits féminins que Théophile Gautier a qualifié de Joconde en habit impérial, en robe d'empire. C'est la Joconde d'Ingres, c'est la Mona Lisa en robe d'empire. C'est ce que vous pouvez voir avec ce demi-sourire mystérieux, avec cette frontalité extraordinaire, avec cet air, là aussi, qui nous pose beaucoup de questions. À quoi pense-t-elle? Est-elle amoureuse, cette Madame Duvossé? Et puis, une composition extraordinaire, toujours avec ce fond très davidien, un fond un fond marron, qui met en valeur la carnation et la chair, qui donne beaucoup de présence au personnage. Et puis cette composition extrêmement travaillée, on va y revenir, fait d'ovales. C'est ce qu'on va voir dans la petite vidéo juste après, mais vous avez l'ovale du visage, vous avez l'ovale du dossier, mais vous avez aussi les épaules qui sont très lâches, et les bras qui forment là aussi comme un ovale. Donc tout est très travaillé, et chez Ingres, c'était assez symptomatique, hein, ici, justement, ce portrait. Il s'agit ici d'un beau idéal, c'est-à-dire que Ingres sait parfaitement représenter la réalité et la nature. Il sait parfaitement dessiner un modèle, mais il va ensuite le transformer, l'idéaliser, voire le déformer. Regardez le bras, par exemple, qui est beaucoup trop long, à vrai dire, par rapport à l'anatomie classique. C'est pas que Ingres ne savait pas dessiner un corps humain, au contraire, ou peindre un corps humain. Au contraire, il essaie ici d'enjoliver la réalité et de faire de ce bras une sorte d'écrin qui va boucler la boucle de cette embrassade, en quelque sorte. Alors, je vais vous montrer la vidéo que Artmin a, a réalisée pour expliquer justement ce portrait, et ensuite on reviendra à la présentation. Avec son imperceptible sourire qui rappelle celui de Mona Lisa, le portrait de cette belle napolitaine est parfois appelé la mystérieuse Joconde d'Ingres. Frappé du charme de l'intimité, empreint de grâce, c'est l'un des chefs-d'œuvre les plus célèbres et les plus accomplis de la jeunesse du peintre. En 1807, Ingres est pensionnaire de l'Académie de France à Rome, et à cette époque, il n'hésite pas à sublimer le réel pour atteindre une sorte de perfection idéale. Pour cela, il recourt à des lignes pures et à des formes quasiment géométriques qu'il assemble avec génie. Les cheveux, séparés en deux parties sombres et quasiment identiques, répondent à la courbure du menton et des joues délicates, formant un ovale presque parfait. La légère inclinaison des lèvres répond à celle des sourcils et des cils qui bordent ses fascinants yeux en amande. Quant à l'arrêt strict et l'arête nasale, elle trace un axe imaginaire qui souligne la symétrie de ce visage de Madone. Modelé par la lumière avec beaucoup de douceur, son traitement pictural est subtil. Aucun empattement, aucun coup de pinceau visible, une gamme de couleurs réduite. Autour, tout n'est que rondeur, courbes et contre-courbes. La forme circulaire du dossier du fauteuil qui prolonge l'épaule gauche, le peigne et le collier qui soulignent le contour du visage, le décolleté, les manches de velours noir, le bras droit, les volutes en fil d'or du fauteuil et du châle. Derrière la virtuosité de cette composition, beaucoup de travail, de doute et de tergiversation qui affleurent à la surface de la matière et dont on distingue les traces grâce à la réflectographie infrarouge. Les repentirs que l'on observe ici nous montrent qu'Ingres dut modifier à plusieurs reprises la forme de l'étoffe et l'emplacement des galons brodés pour parvenir à nous offrir ce drapé magistral aux plis savants et aux reflets soyeux, destiné également à cacher un bras un peu trop long. Maintenus à distance de son noble visage, ces atours parlent à la jeune femme d'un luxe qui témoigne de son élévation. Quelques rehauts de blanc sur la surface plane, que l'on aperçoit ici grâce à la vue topographique,
permettent de capter la lumière et font scintiller les diamants de ses bagues, tandis que miroitent les brins en écailles découpés et incrustés d'or d'un somptueux éventail. En plaçant le rouleau de matière blanche, qui correspond au reflet de la lumière extérieure, sur le haut des pupilles plutôt qu'en leur centre, Ingres parvient à donner à son modèle une certaine intériorité, malgré la frontalité de son regard. Elle nous fixe, elle est avec nous, et un peu ailleurs. Peut-être songe-t-elle au baron Alquier, cet ambassadeur français dont elle est la maîtresse, et qui a commandé son portrait au peintre qui lui fait face. Se doute-t-elle qu'elle passera à la postérité, que son image fera couler l'encre des critiques, qu'elle sera admirée des princes d'Orléans? Dans les années 1830, près de 25 ans plus tard, Ingres recevra à son atelier une dame âgée et sans ressources, qu'il ne reconnaîtra pas tout de suite, et qui voudra lui revendre son portrait. Ces émouvantes retrouvailles avec son tableau et avec Madame Duvossé inspirèrent à Théophile Gautier ces mots sur l'inéluctable éloignement entre le vivant et les images des instants passés. Les années qui détruisaient le modèle embellissaient la peinture, et moins elle lui ressemblait, plus la pauvre femme y tenait. Ce n'était que par ce tableau qu'elle ressaisissait la tradition d'elle-même. Ce qui est intéressant, c'est aussi des dispositifs que vous pouvez voir dans l'exposition, c'est qu'on peut entrer là aussi, voir les modifications d'un, voir toutes les qu'il a abouti. Justement, reprenons la genèse de ce tableau et notamment la composition. Ici, vous avez la composition générale d'un tableau, un dessin d'Ingres qui se trouve au musée Ingres-Bourdelle de Montauban et qui montre la composition générale. Et vous avez une petite annotation d'Ingres qui dit Napolitaine Alquier. Donc, c'est le surnom de Madame Duvossé. Peut-être Ingres ne connaissait pas ni son statut. Il pensait que c'était l'épouse du baron Alquier. Peut-être qu'il ne connaissait pas le nom de son modèle. Mais tout est déjà en place. Vous voyez sur ce petit croquis très rapidement brossé. Et puis, venant ici du musée du Louvre, un dessin plus abouti à l'encre et à la plume, qui montre que Madame Duvossé a posé assise sur une banquette au dos carré. On a ici tous ces détails, ces colliers extraordinaires, cet éventail, et puis un dessin qui est en collection particulière, qui fait écho à ce dernier dessin, de la même technique, quasiment aux mêmes dimensions, mais on a cette trouvaille de ce dossier qui a été ajouté pour justement, comme on le voit sur le tableau définitif, rajouter de la rondeur, de la sensualité finalement à ce portrait que nous avons restauré grâce aux amis du musée Condé pour l'exposition. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître la trajectoire de ce tableau. C'est un tableau qui a été donc offert à Madame Duvossé, et que Madame Duvossé, beaucoup plus âgée, après le décès du baron Alquier, Madame Duvossé a gardé auprès d'elle, mais après le décès de son protecteur, son amant, elle s'est trouvée dans la gêne. Et donc elle est allée voir Ingres, une petite femme qu'Ingres n'a pas reconnue, à vrai dire. Elle est venue voir Ingres avec son tableau et elle a dit: c'était moi plus jeune, est-ce que vous voulez me le racheter, ce tableau? Et alors on ne sait pas si Ingres l'a racheté, mais en tout cas on sait que Frédéric Rézé, un ami d'Ingres, qui était aussi conservateur du Louvre pour les dessins puis pour les tableaux, l'a racheté, ce tableau, contre une rente. Et donc on a ici l'histoire humaine dans toute sa trivialité qui rencontre la grande histoire de l'art. Et peut-être qu'à ce moment-là, parce qu'on a trouvé deux signatures sur ce tableau, que le tableau a été repris par Ingres, en tout cas un peu de drapé. C'est en tout cas l'un des plus grands chefs-d'œuvre du début de la carrière d'Ingres et l'un de ses plus beaux tableaux féminins. Euh, on est toujours à Rome, on est toujours en Italie, nous sommes en 1814 et Ingres va continuer à travailler pour de grands commanditaires, et là cette fois-ci des princes. Et pas n'importe quel prince, ici il s'agit de Caroline Murat, reine de Naples, sœur de Napoléon, immense mécène, qui va commander un certain nombre de tableaux
à des artistes, notamment français. On pense à Granet, on pense à Ingres aussi, et qui va le commander en 1814, Paolo et Francesca. Ce tableau ici, donc on est bien en 1814, hein, ce tableau de, qui est conservé au musée Condé, qui a été restauré aussi pour l'occasion, qui était très jaune à l'origine et pour lequel on a retrouvé ces couleurs troubadours, ce dessin très sinueux, très léché. Et avant d'entrer dans ce tableau, je vais essayer de vous montrer la petite vidéo que nous avons réalisée avec l'agence Artmine, qui va vous révéler quelques secrets de ce tableau. Paolo a pris l'habitude de tenir compagnie à sa belle-sœur Francesca pendant les absences de son vieux mari John Soto. En lisant un roman courtois, ils découvrent soudainement l'irrésistible passion qui les anime et ne parviennent à contenir une étreinte qui fait basculer leur destin. John Soto les surprend, surgit de l'ombre et tire du fourreau l'épée qui jettera en enfer les deux amants pour l'éternité. Pour illustrer cette scène tirée de l'enfer de Dante, Ingres parvient à concentrer la naissance de l'amour, la résistance, l'abandon et l'imminence de la mort en l'espace de quelques secondes, comme si le temps était suspendu. Le livre glisse des mains de Francesca sous le coup de l'émotion. Elle esquisse un sourire furtif, sa main effleurée se rétracte dans un ultime mouvement de résistance. Le rayonnement infrarouge, qui permet de voir le dessin préparatoire sous la couche picturale, nous révèle le dessin sous-jacent de la robe, des plis du bas en passant par ce nœud à la ceinture qui n'a finalement pas été peint, jusqu'à l'inclinaison du visage, décrit avec beaucoup de délicatesse. Le corps de la jeune femme, peint en rouge, la couleur de la passion, serpente et forme une arabesque sensuelle et languissante qui reflète l'abandon amoureux. Il contrebalance celui de Paolo, raide et conquérant, expression sensuelle de la tension de son âme. Son profil trace une diagonale qui sépare en deux la scène et structure une composition claire et synthétique qui a pour objectif de focaliser toute notre attention sur l'action qui se déroule. Dans cet espace restreint, au fond neutre, presque abstrait et sans anecdote, le dessin tient donc une place essentielle. Le cou du jeune homme est déformé par une ligne audacieuse et subjective qui participe au langage des corps. Sa jambe gauche est comme un ressort qui le jette tout entier vers celle qu'il aime, écrira un critique de l'époque. Sous infrarouge, les dessins préparatoires montrent d'ailleurs les tâtonnements de l'artiste pour positionner le pied et parvenir à cet effet. On décèle également les lignes de fuite à droite du tapis, le dessin très géométrique du couvercle du coffre qui a été raccourci, ainsi qu'un accotoir qui n'a pas été réalisé. Le liseré blanc qui borde le col de la robe souligne le visage de Madone de Francesca. Comme en témoigne la topographie du tableau, la matière a été posée en relief afin d'accrocher la lumière. La topographie nous indique également une petite fente, symptomatique des huiles sur panneau. En plein courant troubadour et historiciste, ce choix de support en chêne témoigne de la volonté de l'artiste de peindre à la manière des primitifs. Sur ces quelques centimètres carrés, Ingres est parvenu à donner chair à l'un des drames amoureux les plus célèbres de la littérature. Entre émotion picturale et émotion théâtrale, il nous offre une démonstration éblouissante de la force de son dessin. Ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez retrouver tout ça dans l'exposition, mais c'est qu'on est entré dans l'iconographie. Alors, Paolo et Francesca, c'est une histoire tirée de l'enfer de Dante, une histoire médiévale. Donc, l'enfer de Dante est évidemment un texte du XIIIe siècle, extrêmement connu. Et notamment, il y a des traductions du temps d'Ingres, notamment des Français, notamment Artaud de Montor, qui est proche d'Ingres, auquel Ingres va dédier un dessin, vous allez le voir. Cette histoire a beaucoup inspiré les artistes de cette époque, et notamment Ingres, et notamment peut-être Caroline Murat, qui a commandé à Ingres des petits tableaux sur bois, à la manière d'enluminure médiévale en quelque sorte,
qui faisait écho aux primitifs italiens, aux tableaux de l'Italie qu'on connaissait à cette époque. Des tableaux médiévaux, hein. Alors l'histoire est tirée donc de la Divine Comédie, de l'Enfer de Dante. C'est Francesca, qui est la fille du seigneur de Ravenne, qui va épouser le seigneur de Rimini, Gianciotto, qui est vieux, boiteux, estropié, donc il n'a rien pour lui, comme vous le voyez. Mais cette Francesca va tomber amoureuse de son beau-frère Paolo. Et vous les voyez ici, justement, dans cette étreinte extraordinaire. Euh, Francesca est en train de lâcher un livre. C'était l'histoire de la reine Guenièvre et de Lancelot, donc des amours. C'est une sorte de mise en abîme de leur propre situation. Et le drame, c'est que derrière, sortant d'une porte fermée d'un rideau, vous avez Gianciotto qui arrive, qui dégaine son épée et qui va tuer les deux amants. Et justement, dans les Enfers de Dante, on retrouve ces deux amants aux enfers. C'est une histoire tragique, une histoire d'amour qui finit mal, mais qui va beaucoup inspirer les artistes. Et vous voyez ici une composition extrêmement efficace de la part d'Ingres, et qui s'est inspiré notamment de Flaxman, qui va ici faire graver justement toutes ces histoires tirées de Dante, qui sont gravées au trait, vous voyez, très linéaires, très graphiques. Et on retrouve justement ici la source d'inspiration principale d'Ingres. On est en 1802 lorsque ces gravures sont publiées. Et on a plusieurs artistes qui s'inspirent de cette histoire, notamment Coupin de la Couperie qui livre, vous voyez, un thème assez, une composition assez similaire, qu'on a longtemps pensé être l'inspiration d'Ingres. En fait, il s'agit plutôt de Flaxman. Mais ici, on a un hiver médiéval beaucoup plus présent par tous ces détails pittoresques extraordinaires. Alors qu'Ingres a voulu un tableau, je vous le remontre, beaucoup plus finalement efficace. Avec moins d'accessoires, moins d'artifices. Il y a ce tapis qui forme comme une sorte de jardin médiéval, d'îlot d'amour sur lesquels se trouve Francesca. Vous avez ce mouvement extraordinaire de Paolo avec cette jambe qui montre l'ardeur avec laquelle il s'approche de Francesca et avec laquelle il embrasse, ce cou déformé qui est là aussi un des grands motifs qu'on va trouver régulièrement chez Ingres. Ce jeu des couleurs, cette épée là qui montre là aussi tout son désir, hein, qui vient ici rompre la silhouette de Paolo, et puis ce détail dramatique d'ici de Don Gianciotto. Alors, rentrons là aussi dans le tableau d'Ingres avec ici des dessins préparatoires, notamment issus de la collection de Montauban. Ici, c'est un buste de femme, vous voyez, il est marqué Mimichella, alors c'est Domenica, c'est un petit surnom. Est-ce que c'est un modèle plus ou moins officiel? Est-ce que c'est une prostituée? Enfin, on peut tout imaginer. En tout cas, il a fait poser une dame pour le buste de Francesca. Et ensuite, vous avez vous voyez, un autre dessin où on a ici le buste qui prend sa place définitive de 3/4. Et on devine ici sur ce dessin toujours d'Ingres le livre que lâche Francesca. Et puis, partons ensuite dans les dessins de composition générale avec ici un groupe plus resserré avec le texte de la Divine Comédie. Vous voyez que Ingres est un artiste lettré, savant, qui va toujours s'inspirer de grands textes pour ses tableaux d'histoire, parce que ce n'est pas les portraits qui l'intéressent. Ce qu'il veut faire, c'est des grands tableaux d'histoire qui évoquent la mythologie, la littérature, l'histoire. Ici, vous avez justement une première idée. Et puis, comme souvent chez Ingres, lorsqu'il va tenir un tableau, tenir une composition, il va en produire un certain nombre de versions. Et c'est le cas pour Paolo de Francesca avec au moins 7 versions qui sont connues. Nous en présentons plusieurs à Chantilly, notamment ici le tableau de Birmingham qui montre quelque chose d'assez proche par rapport au tableau de Chantilly. Et puis ce tableau de New York avec ce médaillon vraiment centré sur Paolo Francesca, le livre qui est complètement tombé. Cette fois-ci, c'est ce lutrin destiné à la lecture qui est sur le côté.
où c'est vraiment les deux amants ici, et c'est moins dramatique, à vrai dire, parce qu'on ne voit pas leur futur bourreau. Et puis, il y a d'autres versions ici, par exemple celle d'Angers, qui est préparée par ce dessin ici de Montauban, plus gothique, plus troubadour. Là, en fait, on voit un Ingres qui s'inspire de la peinture médiévale, qui est dans cette vogue, sous l'Empire déjà, puis la Restauration va beaucoup intéresser les artistes, c'est le style et les histoires médiévales. Et puis, il va en tirer des dessins finis, qui ne sont pas des dessins préparatoires à des tableaux, mais qui sont des dessins destinés à des clients ou à des cadeaux. C'est le cas avec ici ce dessin dédié à Artaud de Montor, qui vient d'une collection privée californienne que nous présentons de manière exceptionnelle dans l'exposition, où on a ici un peu plus de pittoresque médiéval, avec notamment la tenture, avec aussi le scabellon sur lequel est assise Francesca. Et je vous montre d'autres versions de ces dessins définitifs aboutis d'après ces tableaux qui font la part belle à cette histoire qui a définitivement beaucoup marqué Ingres. Et c'est le cas aussi de la gravure de Corabœuf qui va reprendre, parce que Ingres va comprendre aussi l'intérêt de diffuser ses œuvres, et notamment d'après avec la gravure. Euh, donc un artiste, vous voyez, tout à fait assis en Italie. Donc il reste à Rome jusqu'en 1820. Il est ensuite entre 1820 et 1824 à Florence. Et puis il va rentrer en France. Il va être appelé vraiment en France parce que c'est un artiste, vous voyez, qui est plein de succès en Italie. Il rentre en 1824 parce qu'il accompagne le grand tableau qui est le vœu de Louis XIII, qu'il va présenter au Salon de 1824, où il est très apprécié. On voit qu'il est influencé par Raphaël, et il apparaît comme le tenant du classicisme face à Delacroix, notamment, qui expose au même salon les massacres de Sceaux, qui évidemment est le chef-d'œuvre du musée du Louvre. Et donc, c'est le début de sa carrière officielle française. Il reçoit la Légion d'honneur, il va être reçu membre de l'Académie des Beaux-Arts, donc membre de l'Institut de France. Il va ouvrir un atelier où il y a de nombreux élèves. Il va exposer au salon, notamment en 1833. Il va exposer Madame Duvossé pour montrer ses chefs-d'œuvre de jeunesse. Et justement, la même année, 1833, il y a un prince très prometteur qui vient d'avoir sa propre caisse, c'est-à-dire sa propre allocation votée par la Chambre qui lui permet d'être financièrement indépendant. C'est le duc d'Orléans, Ferdinand Philippe, prince royal, le fils aîné du roi Louis-Philippe, qui vient de monter sur le trône en 1830, qui est un immense mécène, qui va commander des tableaux aux artistes à la mode, comme de la Roche, comme Ingres, et qui va demander des tableaux sur des thèmes libres. Et il va commander donc à Ingres un tableau, et Ingres va choisir un sujet qui lui est très cher, qui est le tableau qu'on appelle Antiochus et Stratonis, ou La maladie d'Antiochus, qui est un tableau qui figure parmi les plus importants d'Ingres, qui est l'un des fleurons du musée Condé de Chantilly, et qui est donc une commande princière destinée à l'héritier du trône, et qu'Ingres va accepter. Il va mettre un peu de temps avant de l'achever, parce qu'elle sera achevée en 1840, donc vous voyez, presque 7 ans pour aboutir, mais Ingres est un artiste perfectionniste qui va parfois réaliser des dizaines et dizaines, voire centaines de dessins pour une composition donnée. Et justement, il va beaucoup s'intéresser à ce tableau. Alors, ce tableau, il a plusieurs sources d'inspiration. La première, c'est le maître d'Ingres. Vous vous souvenez, c'est David l'Ingres, qui en 1774, obtient le prix de Rome grâce à un tableau sur le même thème, Antiochus et Stratonis, ou la maladie d'Antiochus. Alors, c'est quoi ce thème, cette histoire? C'est une histoire, on va revenir sur le tableau d'Ingres pour l'expliquer. C'est une histoire une histoire grecque, connue par Plutarque, par plusieurs auteurs gréco-romains, qui parle du roi Séleucus, un roi grec, ou Séleucos, qui est ici alors, je vais prendre le pointeur pour vous montrer, qui est ici accablé de chagrin,
au chevet de son fils malade, Antiochus ou Antiochos, qui est malade et on ne sait pas pourquoi. Antiochus se meurt. Et donc vous avez le médecin ici, Érasistrate, qui a sa main contre le cœur d'Antiochus et qui essaye de comprendre les raisons de sa maladie. Et d'ailleurs, ce tableau s'appelle La maladie d'Antiochus. Et on comprend finalement, lorsque arrive dans la chambre, arrive dans la pièce, cette dame qui est Stratonice, qui est l'épouse de Séleucus, qui est la belle-mère d'Antiochus, on comprend que la maladie d'Antiochus, c'est Stratonice. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle apparaît, le cœur d'Antiochus bat la chamade et on comprend qu'il se meurt d'amour. Donc c'est une histoire tragique, inspirée par l'opéra, on va y revenir, connue par ces auteurs grecs, et qui finit bien cette fois-ci, contrairement à Paolo et Francesca, parce que finalement, Séleucus va comprendre que pour sauver son fils de la mort, il va devoir offrir son épouse à son fils, et c'est une chose qui va aboutir. Alors, c'est un thème, je vous l'avais dit, qui avait intéressé Jacques-Louis David en 1774 pour son prix de Rome. Vous voyez, un tableau très 18e. Vous avez également donc ici Francesca qui arrive avec ce geste de la pudeur, Antiochus qui est sur son lit de mort, vous avez Séleucos qui offre en quelque sorte ici son épouse à son fils, et Érasistrate qui prend le pouls, mais de manière clinique, hein, vous voyez sur le bras cette fois-ci, alors que chez Ingres, Érasistrate a sa main sur le cœur de Antiochus, pour montrer qu'il s'agit d'une histoire d'amour et pas d'une maladie sanitaire. Ingres s'est inspiré évidemment de son maître, mais il s'inspire aussi d'un grand opéra qui est beaucoup moins connu de nos jours, qui est la Stratonice de Méhul, qu'Ingres a pu connaître, notamment en 1801, lorsqu'elle est donnée à Paris, lorsque cet opéra est donné à Paris. Vous savez que Ingres est un éminent musicien, on parle souvent du violon d'Ingres. Avoir un violon d'Ingres, ça veut dire avoir une activité, un hobby à côté de son activité principale. Et Ingres avait appris le violon. Il avait été justement à l'orchestre de Toulouse, et il aurait pu être un grand musicien. En tout cas, toute sa vie, il a été musicien, notamment à Rome, il jouait avec Liszt, etc. Et il jouait l'air de la Stratonice qui lui arrachait les larmes. Et donc, il a choisi ce thème pour le prince royal. On a toute une genèse pour ce tableau, notamment ici le dessin qui vient de la collection Gurlitt à Berne, qui de manière exceptionnelle vient à Chantilly. C'est la première fois qu'on le voit. La provenance a été établie de ce dessin et qui montre, vous voyez, un premier aboutissement beaucoup plus proche de David que du tableau final. Ingres va continuer à travailler sa copie. Alors ici, des dessins de composition au trait, vous voyez, un peu effacés. Et finalement, on a ce temple grec qui se dessine, on a le lit, on a surtout cette apparition très théâtrale, hein, si on revient sur le tableau final, vous avez la lumière qui apparaît, qui, comme un spot, en vient éclairer Stratonice, tandis que le reste est dans l'ombre, donc on est comme sur une scène d'opéra. Ingres va ensuite travailler les motifs, regardez ces superbes drapés à l'antique, ici pour Antiochus. Vous avez ici un modèle, en fait il fait poser des gens, hein, des modèles, là c'est pour Érasistrate, le médecin, qui est d'abord nu, c'est comme sous la Renaissance italienne, comme Raphaël par exemple. On dessine d'abord le modèle nu, ensuite on l'habille pour trouver la position du corps qu'on va ensuite habiller. Ici vous avez justement la figure de Séleucus ou Séleucos. On dit que c'est Ingres qui aurait posé pour le roi. Et puis ensuite, la figure de la Stratonice. D'abord, vous voyez cette figure féminine nue qui rappelle le dessin de Berne. Et puis, on a la composition finale, et notamment ici, ce geste qui est celui de la pudeur, qui vient de l'Antiquité, etc. Et donc, petit à petit, vous voyez, là, c'est un dessin qui est à Rotterdam. On a ce travail du poignet, ce travail du corps,
qui est abouti avec ce dessin qui est à Montauban. Et puis on travaille le drapé. Là, c'est un des plus beaux dessins de drapé d'Ingres qui est conservé à New York et que nous montrons à Chantilly, au Metropolitan Museum. Et il en provient. Et où on voit, là, c'est pas l'anatomie qui l'intéresse, c'est ce drapé, cette sorte de figure qui apparaît comme une apparition, justement, tout droit sortie de l'Antiquité. Et là, c'est la nourrice. Et puis ensuite, il va s'intéresser au décor. Et notamment en s'intéressant et en prenant tous ces petits relevés de motifs antiques, de sculptures, de peintures qui viennent de Pompéi, de Rome ou d'ailleurs, qui l'ont intéressé et dont on conserve des relevés, notamment à Montauban. Ici, vous avez un petit marchepied antique qui sera utilisé dans le tableau final. Ici, vous avez, vous voyez, ces temples, ces personnages accablés, des relevés antiques. Et ensuite, notamment avec ses élèves, notamment avec Victor Baltard, qui est l'architecte que vous connaissez, qui est pensionnaire à la Villa Médicis à partir de lorsque Ingres y est de retour, enfin y est dans ces années, ces années-là, hein, enfin, je vous ai parlé du séjour français d'Ingres entre 1824. En 1833, il reçoit cette commande et il repart à Rome en 1835. Pourquoi? Parce qu'on va lui confier la direction de la Villa Médicis. Et donc, il fait travailler ses élèves, il fait travailler les pensionnaires de la villa, notamment à ses œuvres. Il va rester à la villa jusqu'en 1841. Et ici, vous avez Victor Baltard, qui est pensionnaire, qui va tracer l'architecture très inspirée des temples grecs, très imaginaire évidemment, et aussi toutes ces couleurs qui évoquent les fresques de Pompéi. Hein. Vous avez des artistes qui ouvrent grand les yeux en Italie et qui s'inspirent de tout ce qui les entoure. Donc, vous voyez ici, vous avez des superbes dessins aquarellés qui viennent de Montauban, que nous avons la chance de présenter à Chantilly, et qui montrent le travail en train d'être accompli pour l'arrière-plan de la Stratonis, qui est une œuvre de collaboration. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des photographies. Et là, je pense que vous n'attendez pas à Ingres dans ce domaine-là. C'est qu'Ingres utilise la photographie dans la genèse et la création de ses œuvres. Ici, vous avez un petit daguerréotype justement qui montre donc l'ancêtre de la photo moderne, hein, qui montre cette Stratonis. Ici, vous avez plusieurs photographies dingue. Alors pourquoi utilise-t-il la photographie? Notamment lorsqu'il va faire des variations de cette Stratonis. Quand elle sera aboutie, il va en faire plusieurs autres tableaux. Et notamment en 1866, il va faire un grand tableau que je vais vous montrer, qui est à Montauban, qui montre la Stratonis dans l'autre sens. Et comment fait-il? Il demande à des photographes de photographier, vous voyez, sa Stratonis. Je vous en montre ici plusieurs exemples. Et puis ensuite, il va retourner la photographie, vous voyez, et par des systèmes de calque, etc., de reprise, on a la Stratonis de l'autre côté. Et là, ça, c'est le tableau du musée Fabre à Montpellier, où on a un traitement de la lumière qui est complètement différent. Ici, on a une lumière beaucoup plus crue, beaucoup plus franche, beaucoup plus équanime, hein, en quelque sorte, alors que on avait un clair-obscur dramatique sur le tableau de Chantilly. Ici, on a une lumière, c'est vraiment une apparition totale, mais par contre, on a la composition qui est complètement renversée, et ça, c'est notamment grâce à ce travail de la photographie. Et Ingres modifie, retravaille, change de sens, et parfois il coupe lui-même certaines de ses compositions. Et c'est le cas ici, vous avez à gauche le tableau de Montpellier, et à droite une petite bande qui montrait un esclave qui a été découpé et qui se trouve aujourd'hui à Montauban, et que nous réunissons dans l'exposition. Là, vous avez une autre version, par exemple, de la Stratonis de Cleveland. Il y en a un peu, il y en a partout. Donc, un tableau qui a fait forte impression, qui a beaucoup plu à Ingres, qui a beaucoup plu au commanditaire, Ferdinand Philippe, prince royal, et qui a été copié en gravure, diffusé. C'est vraiment un tableau essentiel dans la carrière. Et ce tableau a été collectionné il était en possession de Ferdinand Philippe, donc le fils aîné de Louis-Philippe, le frère aîné du duc d'Aumale, et on va y revenir, Ferdinand Philippe est mort assez tôt, et donc c'est le duc d'Aumale qui a racheté son tableau un peu plus tard, et vous le voyez ici sur cette photographie,
Il est en bas, à gauche, vous voyez, et à droite, il y a un autre tableau, l'assassinat du duc de Guise par de la Roche. Et vous voyez, vous avez le même format et ce côté très dramatique. Ici, c'est le duc de Guise, donc une histoire de la Renaissance, hein. Henri III qui a fait assassiner le duc de Guise à Blois. Et vous avez le duc de Guise tout à droite, avec ce spot, là aussi, cette lumière qui vient mettre en valeur euh, ce, euh, ce personnage et qui évoque finalement un peu la mise en valeur de la stratoniste, hein. Donc on a une sorte de compétition entre les artistes à la mode à ce moment-là, tous protégés par Ferdinand Philippe, prince royal. Et ici, c'est un tableau qui est à Chantilly également. Delaroche avait vu Ingres, et là, justement, c'est un petit dessin montrant Ingres par Delaroche. Donc on a une sorte de sympathie entre les deux qui est évoquée par ce dessin. Alors, on est chez Ferdinand Philippe, chez ce prince royal qui va beaucoup apprécier Ingres et qui attend sa Stratonice. Vous l'avez compris, commandé en 1833, livré seulement en 1840. Ingres est encore en Italie, il ne reviendra qu'en 1841. Et en attendant, que va faire le prince royal? Il va acheter un tableau d'Ingres déjà réalisé, qui est l'Oedipe et le Sphinx du musée du Louvre, qui est un tableau qui existait déjà, qui était à l'origine, en 1808, une académie, hein, une anatomie d'homme, qui, vous voyez, hein, qui était à l'origine juste ce personnage sur son promontoire. On voit bien un modèle posé. Donc, c'est un envoi de Rome du jeune Ingres, pensionnaire de la Villa Médicis. Il avait gardé ce tableau euh, auprès de lui, visiblement. Et ensuite, il a agrandi pour en faire un tableau d'histoire et en faire de cette académie d'hommes un Oedipe devant le Sphinx, donc un tableau mythologique. C'est en 1827 que ce tableau a été réalisé et il va être acheté par Ferdinand Philippe, prince royal, en 1839. Et il appartenait donc aux collections de la famille d'Orléans. Et donc le duc d'Aumale, toute la famille a pu prendre connaissance d'Ingres et de son, son talent. Alors c'est un tableau, comme souvent chez Ingres, qui a fait aussi l'objet de plusieurs répliques, de variations par lui, par son atelier. Et ici, un tableau un peu énigmatique qui vient du musée d'Angers, qui n'est pas montré au public ordinairement, et qui montre un tableau plus dépouillé sur fond de ciel, toujours Oedipe et le Sphinx. Mais en fait, le Sphinx a ici peut-être les traits de Madeleine, Madeleine Ingres, l'épouse d'Ingres. Alors, c'est assez étrange comme sorte d'hommage à son épouse, mais on a un tableau d'extrême qualité qui montre que quand Ingres tient un tableau, il ne le quitte pas, il va en produire, lui ou son atelier, plusieurs variations. Donc, Ferdinand Philippe a deux tableaux d'Ingres, il aime beaucoup cet artiste, et alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été portraituré, il va commander en 1841 ce tableau qui est au musée du Louvre, un portrait est, qui a été dans les collections de la famille d'Orléans jusqu'au début du 21e siècle, et qui est l'un des plus beaux portraits masculins d'Ingres, et même l'un de ses derniers. Il a été livré en avril, le 17 avril 1842, et c'est un chef-d'œuvre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, vous avez le cadrage qui est assez extraordinaire. Vous avez avec euh, ce, ce cadrage à mi-corps, à mi-corps, même à mi-jambe. Vous avez un prince noble, plein de prestance, avec ce petit habit de lieutenant général qui est assez sobre et qui met en valeur finalement la bonhomie et cette carnation, c'est la beauté, hein, du modèle, qui était l'espoir de la monarchie de Juillet, l'espoir de la famille, l'espoir du pays, un prince aux idées libérales, éminent militaire, grand mécène, qui tenait son salon aux Tuileries, où tous les artistes se côtoyaient. Et justement, ici, il pose dans son salon des Tuileries. À vrai dire, il posait dans l'atelier d'Ingres au palais de l'Institut, hein. Ingres était membre de l'Académie et il avait son atelier qui est Conti au palais de l'Institut, et le prince venait chez lui poser. Mais ici, il est placé dans un salon, son salon des Tuileries, où vous avez
Heu, Derrière, vous avez, justement cette tenture intéressante parce qu'elle est pleine de sens. C'est la tenture de la chambre de Louis XIV à Versailles, qui permet de dire qu'on est face au prince royal, à l'héritier du trône, au futur roi et à l'héritier d'une longue dynastie, et notamment de Louis XIV. Alors vous avez ce geste extraordinaire, qui permet de donner, la tridimensionnalité au personnage. Vous avez ce léger contrapposto, vous avez ce cadrage qui évoque les grands portraits de la Renaissance, de Brandino, de Titien. Donc un portrait qui a eu un grand succès dès qu'il a été dévoilé en avril 1842, et d'autant plus grand succès, malheureusement, et d'ailleurs ce portrait n'a pas tout de suite été livré, parce que le 13 juillet 1842, alors que Ferdinand Philippe, qui a 32 ans, se rend depuis Paris jusqu'à Neuilly, où il va, au château Neuilly, il va vouloir embrasser ses parents avant de partir à l'armée. Il est victime d'un accident de voiture à cheval. Il est propulsé au-delà de sa voiture et il meurt quelques heures plus tard, aux environs de la porte Maillot actuelle, vous voyez. Donc c'était un drame national, familial. C'est l'héritier du trône, ce prince qui avait recueilli tous les espoirs du pays, de la famille, qui quitte ce monde. Et le tableau dingue va devenir une icône parce que la famille royale va en commander un grand nombre de répliques, de variations, qui vont être peintes par Ingres, qui rechignait au portrait, hein, évidemment, parce que c'est pas ça qui était la grande peinture pour lui. Mais là, il était tellement proche de ce prince si aimable pour lui, dit-il, qu'il n'a pas pu refuser. Et donc, on a un certain nombre de variations qui sont produites. Ici, c'est un tableau qui est au château de Versailles, où vous avez le prince royal devant un, un, un fond de paysage. Ici, c'est sans doute le parc de Saint-Cloud. Il y a eu beaucoup, beaucoup de copies qui ont été produites, envoyées dans toutes les administrations, tous les ministères du pays, euh, et qui ont été plus ou moins supervisées par Ingres, mais d'après son modèle d'origine. Et il y a même un modèle en pied extraordinaire qui montre Ferdinand Philippe aux Tuileries, et qui est une commande de sa mère, la reine Marie-Amélie, pour son salon qui était attenant à la chapelle mortuaire funéraire, qui a été une sorte de petite nécropole qui a été élevée sur l'emplacement du décès, du lieu de l'accident, hein, de Ferdinand Philippe. La reine qui venait ici se recueillir dans son salon, un salon tendu noir où les pendules, il y avait deux pendules arrêtées à l'heure de la mort de Ferdinand Philippe et à l'heure de son accident de voiture à cheval. La reine voyait son fils en pied et devait le retrouver vivant, vous voyez, alors qu'elle aimait pas trop le portrait d'Ingres, mais c'était le dernier portrait, et elle le retrouvait en quelque sorte comme il était auparavant. Le duc d'Aumale, le frère le frère de Ferdinand Philippe, a possédé, pardon, ce dessin qui est dû à Kalamata, qui est le graveur d'Ingres, mais retouché par Ingres. Vous voyez, toute la famille, tout le monde avait son portrait d'après Ingres, et ça a été vraiment une icône. Donc revenir sur cette, cet accident, hein, extraordinaire, là vous avez cette scène où vous avez toute la famille d'Orléans en pleurs, le roi, la reine, les frères et sœurs. On avait amené le corps de Ferdinand Philippe dans l'arrière-boutique d'un épicier, vous voyez, et sur l'emplacement de son décès, on a élevé la chapelle Notre-Dame de la Compassion, qui était la chapelle Saint-Ferdinand, aujourd'hui l'église Notre-Dame de la Compassion à Paris, une église qui était porte-maillot sur l'emplacement de l'actuel Palais des Congrès, et qui a été déplacée et que vous pouvez tous visiter. Une église néo-byzantine, hein, qui a été élevée en très peu de temps par les architectes de Louis-Philippe, et à l'intérieur, un intérieur néo-gothique. Ici, vous avez une aquarelle issue de l'album de Marie-Amélie, conservée au musée Condé. Ici, je vous ai mis quelques photographies justement de l'intérieur, avec le gisant de Ferdinand Philippe, dû à Trichetti, avec l'ange dû à sa sœur qui était défunte, Marie d'Orléans, pardon. Et surtout, ce que vous voyez, c'est qu'il y a tous ces vitraux, des vitraux qui sont dus au carton d'Ingres. Parce que la famille royale va commander à Ingres des cartons des vitraux, donc des dessins grandeur nature, et les vitraux sont réalisés à la Manufacture royale de Sèvres, des vitraux incroyables, où vous avez tous les saints de la famille. Et ce qui est intéressant, c'est que les saints ont les visages des membres de la famille. L'église donc est à Paris, hein.
Et donc, vous avez Sainte-Amélie pour Marie, avec la tête de Marie-Amélie, Saint-Philippe avec la tête de Louis-Philippe, Saint-Ferdinand avec la tête de Ferdinand-Philippe. Alors, on vous montre dans l'exposition et ici dans la conférence un certain nombre des dessins préparatoires. Vous voyez là, c'est pour Saint-Raphaël. Alors, c'est peut-être pour le duc de Nemours, qui s'appelait Louis, qui est le deuxième fils de Louis-Philippe, dont l'un des autres prénoms était Raphaël. Ici, vous avez justement, oui, le dessin du musée Condé à gauche, possédé par le duc de Malle, et le vitrail final. Je vous ai mis Saint Ferdinand à gauche, Sainte Hélène, qui est l'impératrice d'après le visage de l'épouse de Ferdinand Philippe, de sa veuve, la duchesse d'Orléans. Vous avez le roi Louis-Philippe, puis ici à gauche un dessin inédit venant d'une collection privée dessinée par Ingres, justement reprenant les traits du roi. Et puis, si je continue, ici vous avez la figure de l'Espérance avec quelques dessins de Louvre et de Montauban, et le vitrail final qui montre qu'Ingres s'essaye à toutes les techniques, vous voyez, qu'il est sur ces vitraux, vous voyez, on dirait des plaques tombes, des plaques tombes médiévales. Donc on est toujours dans cette veine néo-gothique qu'il avait beaucoup aimé, même s'il a été passé ensuite à d'autres inspirations. Et si je finis avec Marie-Amélie, vous avez à gauche, vous voyez Sainte-Amélie, et à droite, la gravure de Sudre qui est conservée au musée Condé et qui popularise en quelque sorte tout ce cycle de vitraux. Des cycles de vitraux qui vont être repris dans toutes les grandes chapelles familiales, et notamment à Dreux. La chapelle royale de Dreux est l'un des plus beaux monuments du 19e siècle. C'est la nécropole de la famille d'Orléans. Allez-y, c'est assez extraordinaire. Et notamment, vous avez tous les gisants. C'est l'un des plus beaux lieux de conservation de la sculpture du 19e siècle en France. Vous avez tous les gisants de la famille d'Orléans. Et notamment, également, vous avez des vitraux d'après Ingres, d'après les cartons d'Ingres, d'après les dessins d'Ingres. Ici, par exemple, à gauche, vous avez le dessin de Sainte Radegonde qui est nue, vous voyez, avant qu'elle soit habillée. À droite, vous avez les vitraux d'après Ingres. Je vous montre d'autres photographies. Et vous retrouvez ici, à droite, Louis-Philippe, juste à côté, enfin Saint-Philippe avec les traits de Louis-Philippe, à côté Sainte-Amélie, Saint-Ferdinand. Donc vraiment un cycle familial et dynastique lié à Ingres et qui fait que d'Ingres vraiment l'artiste de la famille. Tellement l'artiste de la famille que Henri d'Orléans, duc de Malle, l'héritier de Chantilly, en 1830, il a hérité de Chantilly de la part du dernier prince de Condé, a commandé la reconstruction de son château qui avait été en grande partie détruit sous la Révolution. Et ici, il a demandé à Félix Duban en 1847 un projet de reconstruction de ce grand château avec une chapelle à gauche. Et nous avons au musée Condé de Chantilly des archives, et nous venons, grâce aux amis du musée Condé que nous remercions, acheter une lettre du secrétaire du duc de Malle à Ingres qui permet de savoir que cette chapelle, à l'origine, devait posséder des vitraux d'après Ingres, des saints de la famille. Donc vous voyez, tout le monde reprend ce cycle de la famille et de la chapelle Saint-Ferdinand. Donc malheureusement, en fait, cette chapelle n'a pas été réalisée parce qu'en 1848, il y a eu la fin de la monarchie de Juillet. Louis-Philippe a été détrôné et toute sa famille est partie en exil. Et donc le duc de Malle est parti en Angleterre, comme la famille d'Orléans, et va commander à Duban une autre chapelle, dont vous avez ici des plans aquarellés, où vous avez ici des mosaïques ou des peintures murales avec Sainte-Amélie, Saint-Philippe, etc. Donc toujours ce même cycle d'après Ingres. Voici d'autres plans. Et finalement, ça va être dans une autre chapelle à Wood Norton, au nord de l'Angleterre, près d'un pavillon de chasse du duc de Malle, que cette chapelle va être élevée avec des vitraux familiaux. Mais c'est un élève ou un émule dingue qui s'appelle Victor Mottet qui va réaliser les vitraux. Malheureusement, cette chapelle ne va pas exister bien longtemps. Et donc, on a très peu de témoignages à part ces plans. Mais ça montre que toute la famille était très marquée par le rôle d'Ingres dans cet hommage familial et national
en l'honneur de Ferdinand Philippe. Alors, il y a d'autres commandes passées par la famille Ingres, notamment, alors là, vous avez un dessin dont vous devinez la scène. C'est un grand tableau qui est aujourd'hui à Montauban, qui montre Jésus parmi les docteurs, qui était dessiné au château de Bizy, qui est un château privé des Orléans en Normandie, et c'est Marie-Amélie et Louis-Philippe qui vont le commander. Vous avez deux tableaux, deux portraits, deux à gauche, la veuve de Ferdinand Philippe, la duchesse d'Orléans, qui est Hélène de Mecklembourg-Schwerin, une princesse protestante allemande, qui va porter le deuil après la mort de son mari. Et ici, en 1845, Ingres, peut-être, son atelier, ou également, sans doute, va réaliser ce médaillon qui rivalise avec la sculpture, vous voyez. Et à droite, c'est la reine Marie-Amélie qui est représentée. Un autre tableau très intéressant qui vient de Bruxelles, qui montre Auguste écoutant la lecture de l'Énéide. Alors, Auguste n'est pas là, mais vous avez ici cette scène antique, romaine, qui montre justement Auguste, et Virgile n'est pas là, mais Auguste est là, hein, vous voyez, avec sa sœur qui s'évanouit, parce qu'on annonce la mort de son fils. Et c'est un tableau, en fait, qui était vraisemblablement dans l'atelier d'Ingres, ou en tout cas, on sait qu'en 1847, ce tableau est destiné au duc de Montpensier, qui est le dernier fils du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie. Donc, vous voyez, toute la famille se met à commander des tableaux, y compris très importants, à Ingres. Et ici, vous avez un tableau qui était préexistant, hein, des années 1810, très néo-grec, très dessiné, très linéaire, avec ses drapés extraordinaires, et qui ressemble ici, même si c'est une scène gréco-romaine, ça ressemble à une pietà. On dirait vraiment un enfant mort pris dans les bras de sa mère. Et donc ça évoque peut-être aussi là le décès de Ferdinand Philippe. C'est un thème qu'Ingres avait déjà représenté ici dans un tableau qui est à Toulouse, et qu'il a repris de manière, vous voyez, plus centrée, plus efficace, plus funèbre aussi, pour la famille d'Orléans. Et justement, je vous ai parlé tout à l'heure du château de Jésus parmi les docteurs pour le château de Bizy. Ici, vous avez donc les dates, ne vous fiez pas aux dates de ce PowerPoint, on va les corriger pour le replay, elles ne sont pas bonnes, mais ici c'est un tableau qui ne va pas être achevé par Ingres en 1848 et qui sera achevé un peu plus tard et qui va rester dans son atelier, qui est aujourd'hui au musée Ingres-Brodel de Montauban, mais commande de Marie-Amélie, et qui évoque, vous voyez, Jésus et la Vierge, hein, la Vierge qui cherche son fils innocent, c'est un peu la mère qui cherche son fils. D'ailleurs, ce tableau a fait l'objet d'une aquarelle, une aquarelle postérieure, et qui était offerte à la duchesse de Montpensier pour son mariage. Vous voyez, toute la famille, et notamment le duc d'Aumale, le plus grand collectionneur de son temps, qui va commander, enfin pas qui va commander, qui va racheter à Frédéric Rézé ce grand tableau. C'est le dernier tableau d'Ingres de sa collection, que nous n'avons pas encore vu ce soir. C'est le 5e tableau, la Vénus Anadyomène, qui montre un Ingres qui a été marqué par Raphaël, marqué par la Renaissance italienne, le maniérisme. C'est Vénus naissant des eaux. C'est un tableau très très haut, hein, qui, là aussi, les dimensions ne sont pas du tout les bonnes, donc ne vous fiez pas aux légendes. Un tableau qui montre une sorte de triomphe de Vénus, qui a été établi en plusieurs étapes. Alors, à l'origine, c'était sans doute un envoi de Rome, on ne sait pas exactement, mais on est en 1808, et donc on a une Vénus pudique qui préexistait, et donc là vous avez des petits croquis d'un qui montrent une Vénus, essayer de se cacher, etc. Et puis ce tableau n'a pas été achevé, n'a pas été livré, il est resté dans l'atelier d'Ingres, et lorsqu'il est à Florence entre 1820 et 1824, notamment vers 1822, il va remettre sur le métier ce tableau, il va faire poser un modèle, donc là vous avez les premières inspirations d'une Vénus pudique, et ensuite il en fait une Vénus triomphante qui essore ses cheveux, une sorte de déesse quasiment sacrée, et donc là vous avez justement
le travail du visage extraordinaire. Et puis, il va créer un grand tableau, une anatomie de femme, pardon, qui sera le modèle pour la reprise du corps de Vénus. Et cette anatomie de femme, sur un tableau grandeur réelle, la source, ce tableau va rester dans l'atelier d'Ingres et sera ensuite, va être dans comment dire, va rester dans l'atelier d'Ingres et va être transformé par Ingres en 1856 en source. Donc une anatomie, vous voyez, rien ne se perd chez Ingres. Ces études de nu vont ensuite être transformées en tableaux quasiment ici mythologiques ou des allégories. C'est le cas tout à l'heure avec Oedipe. Vous voyez, c'est le même corps que le tableau de Chantilly, extraordinaire, très inspiré par Raphaël, par le maniérisme, etc. Et donc, on peut retracer toutes les étapes avec des dessins, avec aussi la photo. Là, vous voyez que le bras à gauche, à droite, son bras gauche, mais le bras à droite ici, avait un raccourci à l'origine, ensuite il va reprendre et il va faire. euh, la Vénus va s'essorer les cheveux et les élèves d'Ingres vont le reprendre. Il y aura des photographies, il y aura des répliques, et puis ça va être un thème qui va marquer Ingres. Il va refaire cette Vénus un peu plus tard. Donc un tableau extraordinaire qui montre les aspirations et puis ce travail incessant d'Ingres qui va livrer son tableau ici qu'en 1848. Vous voyez, 40 ans plus tard. La première date, c'est 1808 et il le livre qu'en 1848. Et c'est un tableau qui parvient au duc d'Aumale grâce à cet homme à gauche, Frédéric Rézé, qu'on a déjà évoqué, du Louvre, qui avait vendu ses dessins d'ailleurs au duc d'Aumale et qui en 1879 va lui vendre en bloc sa collection de tableaux et notamment trois des tableaux d'Ingres de sa collection. Et c'était ici, c'est deux dessins de lui et sa femme par Ingres venant d'une collection privée londonienne. Et on voit ici par ces superbes portraits la proximité entre les deux artistes. Donc le duc d'Aumale est très marqué par Ingres. Et il y a un dessin qui est aujourd'hui au Louvre que le duc d'Aumale a voulu acheter entre 1867 et 1870. C'est le testament artistique d'Ingres. C'est l'apothéose d'Homère, où c'est un dessin qui reprend un peu le grand tableau qui est aujourd'hui au Louvre, qui était dessiné au musée de Charles X, qui date de 1800, des années 1820. Et on voit ici toutes les inspirations, tous les maîtres d'Ingres, et notamment Nicolas Poussin. Vous avez son maître David. Et Ingres s'est inséré ici en tout petit, une sorte de modestie. Et c'est un dessin que le duc de Mal a voulu acheter notamment à la veuve Ingres, et finalement ça ne s'est pas fait. Et c'est un dessin qui est parvenu au XXe siècle dans la collection du musée du Louvre. On possède une, une photographie d'après ce dessin retouchée au crayon par Ingres. Donc vous voyez qu'il il utilise les techniques à sa disposition, même les plus modernes. Et malheureusement, ce dessin n'a pas été acheté par le duc d'Aumale, mais néanmoins, Chantilly, grâce à ce duc, grâce à la famille d'Orléans, est un grand sanctuaire de l'ingrisme en France, et c'est ce que l'exposition essaye de vous démontrer. Ingres est le peintre de la famille d'Orléans, il est aussi le peintre des orléanistes. À partir de 1841, il rentre en France et il va peindre, bon gré mal gré, toutes les grandes familles, les Breuil, les de Sonville, les Rothschild, toutes les grandes familles de ministres, de banquiers proches de la famille d'Orléans, et notamment, et ça c'est un petit dessin préparatoire à cet immense chef-d'œuvre, c'est Louise de Breuil, comtesse de Sonville, qui est un tableau exceptionnel, peut-être le plus beau tableau d'Ingres et sans doute le plus beau tableau des États-Unis, que vous pouvez venir admirer à Chantilly jusqu'au 1er octobre, et qui est un prêt exceptionnel de la Frick Collection de New York. Un tableau qui voyage très peu et qui résume un peu toute la carrière d'Ingres et un peu tout le propos de notre conférence. Vous avez une vicomtesse qui est la fille d'un grand ministre de Louis-Philippe, qui a rencontré Ingres à Rome en 1840, qui a admiré la stratoniste dans son atelier, et de retour, qui s'est lié d'amitié à Ingres. Hein. Peut-être Ingres est même tombé amoureux d'elle, disent certains critiques de l'époque ou certains commentateurs. En tout cas, de retour en France, en 1841, les d'Haussonville, qui sont amis avec Ingres, passent commande du portrait de Madame d'Haussonville à
à ce dernier. Et on a ici une évocation notamment de la Stratonie. C'est ce qui est intéressant, c'est que Madame de Sonville avait vu en 1840 la Stratonie dans l'atelier d'Ingres, et elle en avait même tiré 7 aquarelles dans son carnet de voyage. Finalement, Ingres a repris ce fameux geste, qui est le geste de la pudeur, etc. Alors c'est un tableau avec un cadrage qui évoque celui du prince royal, vous voyez, au milieu des jambes, d'une grande présence, mais à la fois c'est un beau idéal là aussi, cet ovale qui est un peu celui de Madame Duvossé. D'ailleurs, vous retrouvez en bas à gauche, en bas à droite, pardon, le châle de Madame Duvossé, qui est jaune avec le galon rouge. C'est plus qu'un portrait d'ailleurs ici. Vous avez, c'est un tableau de mode avec cette, cette robe chatoyante, hein, et Ingres a des modistes dans sa famille. On voit qu'il s'intéresse au satin, à l'effet de la lumière sur le textile. C'est aussi une superbe nature morte. Sur la cheminée, regardez, vous avez des cerfs, vous avez des petites jumelles qui montrent que Madame d'Aussonville est une grande amatrice d'art. Vous avez les cartes de visite qui montrent que c'est une grande mondaine, hein, insérée dans la société. Vous avez la petite pochette de soirée. Et puis, vous avez ce jeu extraordinaire avec le reflet, qui va être l'une des grandes trouvailles d'Ingres. En tout cas, il va beaucoup développer ça dans ses portraits féminins. Et c'est ce que vous voyez tout à l'heure sur ce dessin de Montauban, où vous avez ce travail du reflet. Et finalement, il va choisir quelque chose d'assez frontal, qui n'est pas du tout naturel, hein, d'où la notion de beau idéal. Et dans ce reflet, on voit cette fabuleuse nuque très sensuelle. Et Ingres est un peintre de la sensualité, vous le savez bien. Quand on pense à l'odalisque, quand on pense au bain turc, et bien même dans ces portraits, il y a beaucoup de sensualité, même les plus officiels ici. Et puis vous avez cette couleur extraordinaire, dans ce rouge qui vient raviver, le rouge du ruban et des petites fleurs, qui vient raviver cette symphonie de bleu. C'est un chef-d'œuvre exceptionnel et on a vraiment beaucoup de chance de le présenter à Chantilly. Et ça permet de montrer que Ingres est le peintre de toute une génération, il est le peintre de tout un milieu extrêmement cultivé, renseigné, qui va s'adresser aux meilleurs des artistes, tandis que lui va répondre aux plus grands des mécènes et des commanditaires, et notamment la famille d'Orléans et les grandes familles qui gravitent autour d'elle. Et en 1848, lorsque la monarchie de Juillet est balayée, finalement, bien, Ingres va perdre une partie de tous ses commanditaires. On a vu tous ces tableaux non achevés qui restaient dans l'atelier, ou des commandes qui ont été avortées. Finalement, on passe dans une autre époque. Ça va être le Second Empire qui, évidemment, va faire travailler aussi Ingres. Mais il va perdre peut-être, vous voyez, enfin, selon moi, et selon notre thèse à Chantilly, il va perdre un peu l'inspiration de ces personnages extraordinaires qui vont lui permettre de produire ses plus grands chefs-d'œuvre, que vous aurez la chance de pouvoir, je l'espère, voir à Chantilly jusqu'au 1er octobre, et pour vous mettre l'eau à la bouche, quelques photographies de la scénographie qui se déroule dans notre salle du Jeu de Paume, plus de 300 mètres carrés, entre le château et les écuries, où vous avez toutes les œuvres que nous venons d'évoquer ce soir, les dessins préparatoires, les tableaux, toutes ces variations. Et donc, je vous invite vraiment à venir admirer le plus grand des artistes du 19e siècle dans un écrin extraordinaire qui est celui du château de Chantilly. Merci de votre attention. Et place aux questions, me semble-t-il. Alors, première question, de quand date le premier salon? Donc, c'est 1804. C'est la date à laquelle Ingres va... enfin, le premier salon auquel Ingres va répondre, hein, va exposer. Sinon, le salon, c'est un événement qui datait de l'Ancien Régime. Mais en tout cas, c'est en 1804 qu'Ingres se frotte au salon. Cela ressemble à des représentations médiévales. Alors là, on parle sans doute de Paolo et Francesca. En effet, Ingres voilà, Paolo et Francesca, Ingres s'inspire de l'enluminure médiévale, des primitifs italiens. D'ailleurs, c'est un tableau sur bois, ce qui est assez inusuel pour des tableaux du 19e siècle. Donc, en effet, vous avez tout à fait raison. Ingres regarde ce qui l'entoure en Italie. C'est évidemment l'Antiquité, la Renaissance, mais aussi les primitifs italiens, les tableaux du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle sur bois. On peut lire le titre du livre que lit la jeune femme Francesca, Histoire de Guenièvre et Lancelot. Non, on ne peut pas le lire, c'est les critiques, c'est les commentateurs. Non, c'est un tout petit tableau et on n'est pas rentré dans ce détail-là.
Vous pouvez nous rappeler le lien entre Ingres et David? Alors, il est assez simple, hein. David est le maître d'Ingres. Ingres arrive à Paris en 1797 avec son père, et son père le confie au plus grand des artistes de l'époque et à l'atelier le plus prolifique, qui est celui de David. Et ça va être évidemment une filiation qui va beaucoup marquer notre artiste. Son épouse l'a-t-elle suivi dans ses déplacements? Oui, en effet. Euh, Madeleine l'a suivi en Italie. Il vivait, euh, et même ensuite quand il est en France, etc., hein, il vivait. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on n'a pas de vie personnelle, au contraire. Et donc, que ce soit à la villa, que ce soit à Florence ou lorsqu'il revient en France, il est en famille. Après la chute du roi Louis-Philippe, Ingres, ayant travaillé pour la famille royale, a-t-il eu du mal à travailler par la suite? Non, c'est un artiste très, comment dire, très implanté, très encensé, même s'il a ses détracteurs. Et il va aussi produire de grands, de grands portraits, notamment féminins d'ailleurs. Je pense à Madame Tessier, etc. Non, non, il va continuer à travailler sous le Second Empire. Mais pour moi, il n'y aura plus. Enfin, c'est la décennie 1840 où il est dans une sorte de sommet, le sommet d'inventivité, une sorte d'émulation justement qui est provoquée par ces grands mécènes. Mais il va travailler jusqu'à sa mort en 1867 pour tout le monde. Oui. Et l'odalisque au long cou. Eh bien, c'est évidemment un tableau qui n'est pas lié à la famille d'Orléans. C'est pour ça que nous n'en avons pas parlé ce soir. Je vous le disais, on n'a pas l'Odalisque du Louvre est une œuvre euh, d'Ingres assez essentielle parce que c'est cette notion de beau idéal, hein, dans cet odalisque de harem, avec donc cette servante de harem qui se retourne vers le spectateur. C'est l'évocation de l'orientalisme, cet Orient complètement rêvé, parce que Ingres n'est jamais allé en Orient, mais c'est la sensualité qui se dégage de là, c'est ce traitement de l'anatomie qui n'est pas du tout réaliste, mais justement, c'est cette forme serpentique qui rajoute à la sensualité. Donc c'est un tableau essentiel évidemment de la carrière d'Ingres, mais qui ne fait pas partie de cette conférence parce qu'elle n'est pas liée à la famille d'Orléans. Pourquoi s'est-il lancé en politique? Il ne s'est pas lancé en politique, Ingres. Il a des idées politiques, on voit ça dans ses lettres. Il se réjouit par exemple de l'avènement de Louis-Philippe. Louis-Philippe avait un programme politique clair, c'est la paix à l'extérieur et l'ordre à l'intérieur. Et ça correspondait tout à fait finalement aux idées d'Ingres, qui est désespéré en 1848 à la chute de la monarchie de Juillet. Il pensait que on était parvenu à un régime stable qui était celui du roi Louis-Philippe, et on pensait que pour lui, il pensait que la révolution, l'empire et tous les soubresauts étaient achevés. Donc il ne s'est pas lancé aux politiques, il a des idées politiques, mais par contre, il répond aux commandes officielles, pas à toutes. Il est choisi d'ailleurs, et il a aussi refusé des choses pour les administrations, notamment à Paris. Mais il est proche, peut-être, je dirais, humainement et de manière amicale de la famille d'Orléans. Y a-t-il des livres sur Ingres? Il y a énormément de livres sur Ingres, mais il y en a un seul que vous devez acheter, qui est le catalogue de l'exposition, qui ne coûte que 34 € et qui est assez robuste, avec tous les spécialistes, avec beaucoup, beaucoup d'images que je ne vous ai pas montrées, qui s'appelle Ingres, l'artiste et ses princes. Donc, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. L'expression violon d'Ingres est-elle bien liée à notre peintre? Exactement. Ingres jouait du violon. Ingres aurait pu être musicien. Il a été notamment violoniste pour l'orchestre de Toulouse. Et donc, avoir un violon d'Ingres, c'est avoir une activité, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est avoir une activité à côté de son activité principale. Donc, Ingres était principalement peintre, mais il avait son petit hobby, plus ou moins secret, qui est celui de musicien. Et la musique, comme on l'a vu notamment avec la Stratonis, a beaucoup d'influence dans son œuvre. Avait-il des enfants? Non. Quelle était l'ampleur de l'opposition entre Delacroix et Ingres, c'est-à-dire entre la couleur et le dessin? Alors là, c'est toute une thèse que vous me demandez. C'est une opposition réelle entre les deux artistes, notamment
selon divers salons, hein, où on se confronte. Il n'y a pas le même goût du dessin ou de la ligne chez Delacroix, il n'y a pas le même goût de la couleur chez Ingres, mais elle n'est pas si schématique parce qu'on a vu chez Ingres un fabuleux goût de la couleur et chez Delacroix est un fabuleux aussi dessinateur. Donc on ne va pas se lancer dans cette thèse, mais il y a une réelle rivalité. Je dirais pas une opposition, mais une rivalité entre les deux artistes. Et Delacroix est un artiste qui produit beaucoup plus rapidement, notamment les fresques ou les peintures murales, qu'Ingres. Ingres a-t-il réalisé d'autres œuvres pour Napoléon Ier, autres que Napoléon l'Empereur? Oui, notamment il a travaillé pour le palais du Quirinal à Rome, euh, pour, euh, des décors peints là aussi, pour le palais donc, de Napoléon à Rome. Napoléon était aussi roi de Rome ou empereur de Rome. Et donc, voilà, leur relation, j'ai l'impression de dire, je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait de relation directe. Ingres est un jeune artiste, etc. C'est pas les mêmes relations aussi étroites qu'il a pu entretenir avec Louis-Philippe, loin de là. A-t-il connu les précurseurs de l'impressionnisme, le DG sur l'air par exemple? Alors, il meurt en 1867. Je ne suis pas tout à fait certain. Qui sont les peintres qu'il a influencés? Eh bien, j'allais dire tous. C'est ça le propre des grands artistes, c'est que jusqu'à nos jours, vous avez des peintres des artistes qui ont regardé, digéré Ingres. Alors, c'est les plus grands, c'est Picasso, c'est Matisse, ça va être jusqu'à nos jours, hein. Donc, non, il a une telle étrangeté, il a un tel travail du dessin, de la couleur, des motifs, et puis il est présent dans toutes les grandes collections, qu'évidemment, il est très regardé et il a influencé énormément d'artistes jusqu'à nos jours. Alors, on va finir avec une dernière question. Quelle est la raison d'être dingue par rapport au maître italien? La sensualité a été peinte avant lui, en quoi est son originalité? Bah, c'est la sensualité. Enfin, bon, c'est pas parce que des peintres ont peint la sensualité il faut arrêter de peindre la sensualité, loin de là. Ingres est très impressionné et très admiratif des grands maîtres italiens, notamment de la Renaissance. Pour lui, Raphaël est l'ultime modèle. Mais il essaye peut-être de faire autrement, d'être dans je lui disais, ce concept de beau idéal. Et donc, il essaye de proposer autre chose. Vous voyez, la déformation qui est quasiment maniériste est une part de la réponse. Il y a ce jeu, vous voyez, des reflets cette rivalité avec la sculpture qu'il va aussi réaliser. C'est une très vaste question. En tout cas, il y a 1000 originalités chez Ingres. Et je vous invite vraiment à trouver d'ailleurs vous-même votre propre perception de son originalité devant ses œuvres, devant ses tableaux, et notamment à Chantilly.